Nazis. I hate these guys. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 9, épisode 38. Petite, entre guillemets, citation pour commencer. Les aventuriers de l'Arche perdue est ce genre de film, un machin à part qui vous fait définitivement planer au sens propre. Vous oubliez votre carcasse humaine dès la séquence d'ouverture, magnifique juxtaposition d'une montagne andine sur la montagne de la Paramount et vous vous envolez. Comme vous trépidiez gamin au patronage ou au cinéma du quartier, Roxy, Vox, Casino, quand Steve McQueen dérapait dans un nuage de boue sur la moto de la Grande Évasion, comme quand Clint Eastwood et Richard Burton se battaient à coups de piolet sur le téléphérique de Quand les aigles attaquent, comme quand les condors crèvent le cockpit du zinc de Seuls les gens ont des ailes. Action, aventure, speed, furie, adrénaline. Et j'évite volontairement toute comparaison avec les chefs-d'œuvre renommés à la African Queen parce que Harrison Ford n'est pas Bogart et Karen Allen n'est pas Catherine Hepburn, encore qu'il commence à s'en rapprocher par éclair. Non. Nous parlons d'un état de grâce qui transforme le pauvre binocle pitoyable que nous sommes en King Kong. Nous parlons de films de série B qui font se sentir les spectateurs grands, jeunes, bronzés, et surtout de films qui font oublier l'horreur quotidienne. Évidemment, ce genre de pellicule se réalise en temps de grande crise. Bien sûr, il y a autant de relations entre les aventuriers et la production cinématographique hebdomadaire qu'entre le robinet de votre salle de bain et les chutes du Niagara. À la limite, il y a beaucoup plus de comparaisons à faire avec des moyens planants de décoller. Séquence d'ouverture. Une bande d'aventuriers avance dans la jungle montagneuse du Pérou. Les indigènes et des métis espagnols ruisselants de sueur taillent les lianes à la machette dans une surréelle lueur bleue. À leur tête, un aventurier blanc, blouson de cuir, bottes, fouet à la taille, revolver au flanc. Au bord d'un lac, alors qu'il consulte une carte antidiluvienne, une bagarre commence. L'explorateur se retourne et désarme le traître d'un coup de fouet. Schlac ! Et nous apercevons enfin sa figure burinée, mal rasée, grimaçant de rage. Comme l'a fait remarquer un critique américain, dans cette séquence, Harrison Ford s'élève à la hauteur de John Wayne dans Stagecoach. Il n'essaye pas d'avoir l'air gentil, de nous séduire ou d'avoir l'air cool devant la caméra. Du coup, on tombe amoureux de lui en un éclair. L'argument du film est simple. Après cette introduction haute en rebondissement, même les détracteurs invétérés du film sont obligés de reconnaître que Spielberg signe ici un véritable manifeste du film d'action, mélangeant en 3 minutes brillantes les passages les plus haletants de Duel, Shogun Express ou Jaws, au fur et à mesure que Indiana Jones s'enfonce dans un temple inca bourré de pièges pour aller voler une idole et tenter de ressortir vivant. Nous entrons dans le vif réel du sujet, qui est absolument invraisemblable et va entraîner le spectateur dans une poursuite haletante autour du monde. Londres, San Francisco, le Népal, le Caire, le désert et enfin une île perdue dans la Méditerranée. Indiana Jones a été sommé par le gouvernement américain de battre à lui tout seul les forces nazies dans une chasse au trésor, l'Arche perdue, l'Arche d'Alliance dans laquelle les Hébreux enfermèrent les débris des tables de la loi ramenées par Moïse et sur lesquelles Dieu, faut-il tout vous dire, avait gravé ses 10 commandements. Les aventuriers ne tombent jamais dans le mysticisme forcené de Star Wars, que la farce soit avec vous, mais toute cette quête d'un trésor qui n'est pas tangible, mais parfaitement mystique. Belloc qualifie l'Arche de radio directe permettant de causer avec le Tout-Puissant. Dans le film, une grande allure, la classe au-dessus. Qu'on se rassure, avant que Indiana Jones parvienne à mettre la main sur l'Arche, et bon sang, ceux que nous pouvons en baver à ses côtés, comme nous sommes avec lui contre ces nazis lubriques, sadiques, assoiffés de sang, terrifiants et veulés ignominieux, il devra la localiser avant les nazis, qui ont construit un véritable petit camp de concentration archéologique dans le désert, l'extirper à la barbe de 600 soldats d'une salle secrète infestée de serpents. La scène des momies ridiculise tellement celle de Sphinx que vous vous mettez à vous demander pourquoi tous les films ne sont pas réalisés par Spielberg et Lucas. Se coltiner avec un lutteur teuton, récupérer l'Arche dans un camion roulant à 100 à l'heure dans le désert, scène d'action trépidante qui demanda à elle seule 5 semaines de réalisation et où Spielberg a révisé entièrement Duel puisque cette fois le camion triomphe de la voiture, nager 600 miles derrière un sous-marin, etc., etc. Le lecteur l'a compris, emporté par l'histoire, Lucas et Spielberg abandonnent vite la draconienne crédibilité pour plonger le spectateur dans les affres et les ravissements du feuilleton. Look, where? There. You. That's you. Et
oui les kids, vous êtes bien dans En attendant Godard et c'était un extrait du long texte qui s'étale sur 8 pages d'éjaculation absolument joyeuse et forcenée de Philippe Manœuvre en septembre 1981 dans le numéro 67 de Feu la revue Métal Hurlant qui ce mois-ci consacrait sa couverture donc au film de Steven Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, en mettant en couverture un des sublimes dessins de production de Steranko, un des plus grands auteurs du comics américain. Et donc d'Indiana Jones ce soir, il en sera très largement question, puisque donc c'est une spéciale Indiana Jones, sur laquelle nous allons revenir sur la trilogie, et peut-être si on a un peu de temps sur les nombreux défauts du 4e film sorti en 2008, Le Royaume du Crâne de Cristal. Donc en 1980, il y a Les Aventuriers de l'Arche perdue, Raiders of the Lost Ark. En 1984, Indiana Jones et le Temple maudit, Indiana Jones and the Temple of the Doom. Et enfin, en 1989, Indiana Jones et la dernière croisade, Indiana Jones and the Last Crusade. Et donc les 4 films étant réalisés par Steven Spielberg et produits par son ami George Lucas, qui va aussi co-créer le personnage. Donc nous allons revenir un peu sur toute cette saga mythique qui a marqué durablement à la fois la carrière de Spielberg, celle de Lucas et l'imaginaire du public depuis les 35 dernières années. Pour parler de ce joli programme, voilà, beaucoup de monde autour de cette table, parce que tout le monde est parti un peu à droite à gauche, le grand timonier étant parti en Sicile, la petite Laure étant partie on ne sait où, peut-être préparer encore de nombreux examens. Mais donc en tout cas, autour de cette table avec moi, il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas. Et donc voilà, et à la mise en son de cette émission, il y a un homme fourbe, puisque nous avons appris ce week-end que malgré tout ce qu'il nous professait depuis des mois, voire des années, il n'est pas du tout originaire d'un peuple opprimé, mais au contraire d'un peuple oppresseur, parce que Gal n'est pas arménien, mais d'origine anglaise. Bonsoir Gal. Bonsoir. Et oui, on en a appris des choses. C'est peut-être pour ça en fait qu'il aime se baigner nu sous la pluie, parce qu'on l'a appris Exactement. aussi. Exactement. Parce que je ne connais que la pluie. Voilà, he was born in it, molded C'est du by côté de it. Paimpol, pour les auditeurs, si vous voulez voir son corps d'esthète. Voilà, D'Apollon. quand tu ne fais pas du paddle, bien sûr, rappelons-le. Oui. Donc voilà, c'était les forces en présence, hein, et donc tout de suite, on va passer à l'agenda, parce qu'il n'y a pas de news. De toute façon, je crois pas qu'il se passe grand-chose, puis j'ai pas envie non plus de faire des news. Hein. Donc, agenda local, on en a parlé largement la semaine dernière. Le festival Cours en béton commence ce jeudi, avec la projection du formidable Lune froide de Patrick Bouchité en sa présence. Donc, c'est un festival qui durera jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez réécouter évidemment l'émission de la semaine dernière. Et sinon, en local, outre la mini-rétrospective de 8 films de Akira Kurosawa qui continue au TNB, en proposant des beaux films dans des belles copies, Gal. Parce que Gal a vu certains des films. Ouais, c'était pas mal, ça allait. C'est du 35 ou du DCP? C'est une bonne question, je t'avouerai que j'étais fatigué. Très bien, merci pour cette information. Et donc, parce qu'on va en parler, mais le Gaumont rediffuse actuellement à la vitesse de 1 film par semaine le vendredi à 20h, la trilogie Indiana Jones. Donc après Les Aventuriers, vendredi dernier, là ce sera Indiana Jones et le Temple maudit, donc qui passe en VO et en DCP, donc au Gaumont à 20h. Voilà, agenda national, et vous allez voir, c'est très très brillant tout ça, parce qu'il y a donc Wonder Woman de Patty Jenkins, un film qui a cartonné lors de son week-end de sortie vendredi dernier aux États-Unis. Comme on dit, ça peut être un game changer, parce que c'est le premier film de super-héros réalisé par une femme qui cartonne. Ce qui, on l'avouera, ne veut pas dire grand-chose, hein, mais bon, voilà, ça me permet de... Non, surtout Catherine Bigelow est passée avant. Oui, mais elle n'a pas fait de film de super slip, Catherine Bigelow. Point Break. Oui, un petit peu. C'est en dark sortie aussi, je sais pas. Donc sinon, autrement, il y a Petit H de Cédric Jiménez, donc le réalisateur de la French Grand Tocard, qui a fait un film anglais sur Heydrich, le sympathique nazi joué par Jason Clarke dans ce film-là. Okay. Donc voilà, faut voir. C'est pareil, c'est pas un peu chiant aussi, mais bon, après prendre Jason Clarke pour jouer Heydrich, c'est pas a priori l'idée qui saute aux yeux, mais bon, il n'y a pas tellement une tête d'un rien. Mais, bref. L'idée du titre aussi était pas. Oui, non, je sais pas. Grand H, petit HH, c'est un peu chiant. Après bonjour, je vais voir. C'est étrange. Peut-être que c'est une signification, hein, sûrement, mais peut-être bon. une référence à Eric et Ramsey. Heydrich et Ramsey. Sinon, il y a le nouveau film de Doug Liman, donc réalisateur de Mr. and Mrs. Smith et de Age of Tomorrow, qui s'appelle The Wall, avec Aaron Taylor Johnson, le tétard de Kick-Ass et de Godzilla, et John Cena.
Donc l'ancien catcheur, en fait, il était un huis clos en plein air dans lequel 2 soldats américains en Irak, je crois, sont sous le coup d'un sniper. Ah oui. Après, Doug Liman, c'est un bon petit artisan qui fait des films bien efficaces. Je trouve que c'est un peu un tocard quand même. Des fois, surtout sur Mr. et Mrs. Smith ou ce genre de truc, je vois clairement que c'est le mec qui sait pas ce qu'il veut, quoi. Et sur Edge of Tomorrow, heureusement, il y avait Tom, quoi, pour le. J'adore Monsieur MC. Il était cool, Edge of Tomorrow. Ah ouais, il était cool, mais bon, parce que je pense que Tom lui a quand même donné une direction. Entre ça, Monsieur et Mrs. Smith, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et c'est lui qui était derrière le premier Jason Bourne. Non. Non. Peut-être. Si. Je crois bien. C'est pas lui qui fait Jumper aussi avec Hayden Christensen, ça c'était bien nul, putain. Ouais, c'est rigolo. Ouais, bon. Sinon, il y a Vénérable W de Barbet Schroeder, un nouveau documentaire. Il y a Le jour d'après de Aung San Suu, qui sort chez nous. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui voudront le voir. Et sinon, donc, il y a une rétro Jean Rouche qui démarre en France, mais vraisemblablement pas chez nous, qui ressortent à peu près 5 de ses films. Bon, oui, c'était à l'occasion du centenaire de Jean Rouche. Sa disparition, naissance. De sa disparition, ça m'étonnerait, comme il a fait de sa naissance. Il a fait des films jusqu'aux années 80, donc ça parle. Non, de sa naissance en fait. Oui. Ah oui, plutôt. Ça me semble plus cohérent. Donc voilà, c'est le programme. L'immense cinéaste ethnologue français. Exactement. Donc voilà, c'est le programme des sorties. S'il y a des choses qui vous intéressent, dites-le nous, parce que nous, bon, bof, là, moyen, quoi. Donc voilà, nous, on est un peu en roue libre là. Ouais, mais il n'y a rien, de toute façon, le cinéma nous lâche totalement, on n'a plus rien à foutre. Donc voilà, donc c'était l'agenda. Avant de passer à la section critique de cette émission en parlant de nazis, on va tout de suite écouter une chanson des Ramones qui parle d'un nazi aussi. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était les Ramones avec My Brain is Hanging Upside Down, et qui Bonzo Goes to Pittsburgh. Et pourquoi je parlais de nazis juste avant cette émission? Car en fait, à l'époque, début des années 80, milieu du coup, Ronald Reagan était président des États-Unis d'Amérique, et lors d'un voyage en Allemagne, il est allé se recueillir sur la tombe d'anciens soldats allemands, qui contenaient notamment beaucoup d'anciens nazis, ce qui avait rendu malade donc Joey Ramone, qui était juif, et donc le chanteur des Ramones, et qui écrivait la plupart des textes. Et donc, il avait appelé cette chanson Bonzo Goes to Pittsburgh, parce que lors d'un film qu'avait fait Ronald Reagan, un western dans les années 50, il avait pour compagnon un singe qui s'appelait Bonzo, et les critiques d'époque avaient dit que le singe jouait mieux que Reagan. Sauf que ce titre avait beaucoup emmerdé Johnny Ramone, qui était membre du Parti des Républicains, donc qui était le guitariste du groupe, et qui ne voulait pas qu'on se moque de son président. Donc il avait demandé à Joey de changer le titre de la chanson en My Brain is Hanging Upside Down. Et oui, et donc de nazis à combattre, il en est question dans une partie de la trilogie de Steven Spielberg et George Lucas, donc la trilogie Indiana Jones, 3 films, Aventure de l'Arche perdue, Le Temple maudit et La dernière croisade. Donc personnage mythique du cinéma, deuxième personnage mythique interprété par Harrison Ford après Han Solo dans la saga La Guerre des Étoiles de George Lucas. Film multiconnu, assez célébré, assez maltraité à sa sortie évidemment, comme tous les films de Spielberg et de manière générale comme beaucoup de films d'aventure, surtout à l'époque en fait. D'où l'importance du film en fait, parce que ça avait ramené sur le devant de la scène ce genre du film d'aventure qui était tombé totalement en désuétude à partir des années 60 on va dire. Et surtout au détriment du film de science-fiction qui là avait connu un grand regain d'intérêt en 1977 avec la sortie de La Guerre des Étoiles. Et donc tous les studios américains s'étaient mis à produire de la science-fiction à l'appel par paquet douce, que ce soit des petites séries B, des séries Z ou des productions plus friquées, parce que notamment à l'époque ils disaient que n'importe quel jeune garçon qui se ramène dans un studio avec un scénario de SF, on lui file $1 million, il a les coups des franges pour faire ce qu'il veut. Et par exemple c'est comme ça que Douglas Trumbull avait pu faire A Silent Running, parce que les mecs savaient absolument plus quoi faire. Et donc en 1980, en fait c'est un Indiana Jones, donc pour revenir rapidement sur l'historique, c'est un projet pas de longue date, mais en tout cas a mûri dans l'esprit de George Lucas depuis quelques années. Comme souvent en fait, comme ils font à chaque fois avant la sortie d'un de leurs films, ils se retrouvent sur une plage à Hawaï, à Miami. Là c'était avant la sortie de Star Wars et avant la sortie de Rencontre du troisième type, donc les deux potes se retrouvent sur la plage à siroter des punch coco, mais sans trop l'alcool parce qu'ils boivent pas trop. Et donc c'est là que Spielberg, qui est déjà très stressé comme à chaque fois pour la sortie de ses films, dit à son pote George que lui, ce qu'il aurait adoré faire, c'est faire un James Bond, un vrai pur film d'aventure et d'espionnage. Sauf qu'il ne peut pas le faire parce que les brocolis, donc les producteurs des films, ne veulent engager que des réalisateurs britanniques, ou en tout cas du Commonwealth, comme pour les acteurs, quoi. Donc il ne peut pas parce que lui, c'est un puritain 100% pur balle. C'est là que son copain George lui dit, mais voyons, moi Steven, j'ai un truc bien mieux pour toi.
qui serait bien, c'est qu'on refasse des serials, des feuilletons des années 30-40 qui étaient produits par la République ou bien par la RKO, des films d'aventure avec un héros supra badass qui va vivre des aventures et chercher des artefacts aux quatre coins du monde. Et donc ça germe dans dans le cerveau de Spielberg et de Lucas, qui les deux commencent à penser à tout ça. Lucas engage au début Kaufman, je sais plus, c'est le réalisateur de L'étoffe des héros, Philippe Kaufman, voilà, et qui fut viré comme un malpropre par Clint Eastwood au bout d'une semaine de tournage sur José Wells hors la loi parce qu'il était trop lent. Et donc il commence à ébaucher rapidement l'histoire un peu de ce personnage-là, qu'est-ce qu'il pourrait être, qu'est-ce qu'il pourrait rechercher. Donc très vite il tombe sur l'idée de chercher des artefacts, en tout cas judéo-chrétiens. Ils savent pas encore lesquels, que ce soit la lance de Longinus, le Graal, les tables de la loi, tout ça. Et en 1978, en fait, Lucas et Spielberg décident de faire appel à leur copain Lawrence Kasdan, qui à l'époque n'a pas encore écrit l'Empire contre-attaque pour George Lucas, mais en 1978, au milieu de l'année 1978, les trois ont une réunion en fait de travail où ils vont écrire pendant 3 jours ce qui va donner le film. La conversation a été entièrement retranscrite et se trouve assez facilement sur Internet, où en fait c'est un document extrêmement intéressant parce qu'on voit quelle est la dynamique des trois et comment est-ce qu'en fait c'est absolument ahurissant comment à l'époque les trois bonhommes à chaque phrase, ils pissent de l'excellence, quoi. C'est ahurissant. On voit vraiment la dynamique qu'il y a entre les personnages. À la fois Spielberg qui a vraiment des idées pour amener le perso. Le caractère sera plus amené par du héros sera plus amené par George Lucas, qui est aussi le producteur du film, ce qui du coup a son importance parce que quand Spielberg se met à balancer des idées dingues et que Lucas répond à ça, il y a Lawrence Kasdan qui d'un côté se demande putain mais comment est-ce que je vais écrire ça? Je veux dire c'est absolument impossible de faire passer autant d'action dans un film de 2 heures. Il y a George Lucas qui essaye de temporiser en leur rappelant quand même que le pognon ça pousse pas sur les arbres et que certes ils sont produits par la Paramount qui a un gros studio, ils ont tous les deux des gros succès derrière eux, mais c'est pas les mecs, c'est pas non plus encore les rois d'Hollywood quoi, justement parce que Star Wars vient de sortir, Lucas cartonne, Spielberg a fait des gros cartons avant, mais les mecs ont pas encore les coulées franches, c'est-à-dire que le nouvel Hollywood pour eux c'est pas encore tout à fait ça. Et donc c'est vraiment une dynamique vraiment intéressante de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à figer le personnage d'Indiana Jones, qui là-bas devait s'appeler Indiana Smith, mais sauf que Lucas trouvait que ça ressemblait trop à un personnage de Steve McQueen, un personnage de cowboy qui s'appelait Nevada Smith, qui est un personnage qui jouait dans les années 70. Donc justement ils voulaient un peu se démarquer. C'est là qu'ils ont repuisé toutes leurs influences, donc à la fois les années 30, donc je dirais République et RKO, mais en même temps aussi les films de John Huston comme Le Trésor de la Sierra Madre avec Bogart, où le look de Indiana Jones est presque basé sur ce personnage-là, donc c'est-à-dire le blouson en cuir, le chapeau de feutre, le fedora. Après, autour de ça, ils ont essayé de baser son personnage, en voulant le faire un truc assez différent de Han Solo, qui est un personnage vraiment cynique, assez malin. Ils voulaient en faire un personnage plus humain, un peu plus dur, avec plus de contradictions, quoi. Tout en essayant toujours de garder ça dans un englobage, on va dire, extrêmement fun, extrêmement divertissant. Parce qu'à la fois, ils veulent faire un vrai film de personnage, un film historique, parce que le film se déroule en 1936, juste avant, peu avant le déclenchement de la guerre, quand les nazis commencent à aller fricoter aux 4 coins du monde, justement, pour aller chercher différents artefacts. Parce que on sait que Adolf Hitler et notamment son Reichsminister Heinrich Himmler étaient assez versés dans le mysticisme de Pacotti, que ce soit les théories de la Terre plate, les théories de la Terre creuse, ou bien ce genre de choses. Donc ils cherchaient un petit peu à aller partir aux 4 coins du monde pour chercher des reliques qui pourraient avoir de l'influence sur leur armée et sur le reste du monde. Donc à l'époque ils partaient beaucoup là-dedans. Ils avaient envoyé différents archéologues dont les histoires sont assez croquignolesques et assez passionnantes. Et donc en partant de ce principe-là, de ce concept assez fou de ce qui est à l'époque peut-être en tout cas l'armée la plus puissante du monde, qui perdent leur temps pour aller chercher des babioles au fin fond du désert ou alors au fin fond de l'Amazonie, c'est pas absolument improbable que les mecs dépensent des milliards et des milliards de Deutschmark pour aller chercher des coupes en granit plutôt que d'aller réarmer leur pays, quoi. Et donc autour de ça, il y a justement l'histoire de Indiana Jones qui va partir à la recherche de l'Arche d'Alliance, des tables de la loi, donc qui nous a donné déjà d'amples films mystiques. On en parle un petit peu avant l'émission, que ce soit les pantalonnades bibliques de Cécile B2000 ou autres, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et donc il forge le caractère de Indiana Jones en engageant finalement au bout du compte à l'été 1979 donc Harrison Ford, même s'il avait beaucoup de réticence au début, à la fois Harrison Ford parce que comme il disait il ne voulait pas devenir le Bob De Niro de George Lucas, c'est-à-dire en jouant toujours dans ses productions ou bien dans ses films. En même temps il était un peu emmerdé par le personnage, mais ça l'intéressait vachement, donc l'histoire est connue. À la base Spielberg et Lucas pensaient à Tom Selleck pour jouer le rôle,
parce qu'ils avaient fait des tests, le mec était hyper convaincant, il portait bien le chapeau et tout, sauf qu'à la même époque, Magnum. voilà, Tom Selleck commence le tournage de Magnum, le pilote est pas encore passé, mais les mecs, en tout cas, le pilote fait de super bonnes audiences. Spielberg et Lucas demandent aux producteurs de Magnum, PI, s'ils peuvent repousser un peu le tournage du reste de la série, genre pendant 6 mois, pour que lui ait le temps de tourner Indiana Jones. Les mecs, Florent, le bon filon du succès de Magnum, ils disent à Lucas et Spielberg, nique ta race, nous, on garde Tom Selleck. Et là, les mecs, ils se retrouvent bien emmerdés. Et donc, du coup, finalement, ils disent, on est trop con, on l'a sous le pif depuis le début. C'est Harrison Ford, qui a une classe assez incroyable. Naturelle. Il a une classe naturelle, il a ce flegme et ce je m'en foutisme typique de Harrison Ford. C'est-à-dire que dans beaucoup de ses films, ce qui est assez agréable avec Harrison Ford, t'as vraiment l'impression qu'il n'a rien à branler, quoi. C'est-à-dire qu'il se balade de film en film, là, il fait rien. C'est aussi ce qui est le cas d'Indiana Jones, mais il est quand même plus impliqué, à la fois en termes physiques, parce qu'il va se blesser plusieurs fois, notamment autour de la bagarre de l'aile volante qui a lieu au milieu du film. Et donc c'est lui aussi qui va forger le plus en profondeur ce personnage d'Harrison Ford, son côté un peu cynique, le titre original des aventuriers, c'est Raiders of the Lost Ark, c'est-à-dire que c'est un aventurier, mais pas au sens noble du terme, c'est pas un héros, quoi, c'est un voyou. C'est un peu effectivement un peu comme Belloc, son opposant dans le film, que c'est un archéologue qui lui bosse pour les nazis, alors que lui bosse pour la CIA. Mais ils ont un peu le même but. C'est pas un but noble de trouver tout ça, ce genre de personnage. Ce personnage était fasciné et était façonné de cette manière-là. Ce qui va un peu changer dans les autres films, notamment dans la dernière croisade, où là, ils vont un peu revenir sur ce côté un peu fuck you du personnage en disant que sa place est dans un musée, ce qui colle pas forcément avec le perso tel qu'il a été posé dans le Temple maudit et dans l'Arche perdue. En fait, c'est vrai que tu as raison. Cette analyse, en fait, sur la versatilité, merci, du caractère d'Indiana Jones, en fait, se retrouve dès les premières minutes du premier opus. En fait, il y a une analyse en fait de la séquence d'introduction qui a été faite par l'excellent blog et site Louvreuse, qui sont malheureusement un petit peu en stand-by, mais bon, les archives sont toujours présentes. Et en fait, c'est intéressant comment en fait Spielberg et ses acolytes, parce qu'en fait Indiana Jones en fait a 3 papas, arrive en fait à créer une icône et à la démonter en 5 minutes. Ouais, 5 minutes chrono. Autant le premier, on va dire les 10 premiers plans en fait sur c'est les mecs qui marchent dans la jungle. Oui, et puis il y a la nature et après il y a Indy qui arrive en fait où avec auréolé de mystère et avec du coup ce chapeau, en fait, cette silhouette reconnaissable entre mille, qui va devenir ensuite un mythe, parce que Spielberg et Lucas sont très forts, en fait, pour baser des films sur des mythes et que ces films deviennent à leur tour des mythologies. C'est-à-dire que, comme le dit en fait Jean-Patrick Manchette, donc notre héros à tous, à l'époque de la sortie du film, quand il écrivait des chroniques de cinéma pour Charlie Hebdo, qui sont et là, un formidable volume, Les yeux de la momie. Voilà. Donc c'est pour l'hebdo Harakiri, donc le 9, c'était sorti le 16 septembre 81, disait en fait de Spielberg et du Lucas, qui arrivaient, et je cite, qui étaient extrêmement intéressants dans leur, je cite, compréhension du mécanisme hollywoodien qui consiste autant à flatter les goûts du public qu'à les forger. Et en fait, je trouve cette phrase extrêmement intéressante, et en fait, c'est peut-être limite la base de toute analyse du cinéma et de Lucas et de Spielberg. Ouais, parce que de toute façon, Spielberg a toujours été extrêmement fort pour ça. Enfin, tous ses collègues le reconnaissent, que ce soit Scorsese, que ce soit De Palma, ou que ce soit John Milius. La chose peut-être la plus ahurissante chez Spielberg, à part son incroyable talent de conteur et de metteur en scène, c'est qu'il comprend instinctivement ce que veut le public. C'est-à-dire qu'il sait capter vraiment un truc à donner, justement, comme disait Manœuvre dans le texte que j'ai cité, en temps de grande crise, années 80, c'est le début de l'hyper-capitalisation des États-Unis, du fric à outrance, entre la crise de la fin du Vietnam qui s'est terminée depuis moins de 10 ans, la grande crise identitaire qu'ils traversent. Et donc, comme les céréales des années 30-40, ils vont ramener en fait justement un peu de sens d'aventure, un peu de fun, ce qu'avait déjà commencé à faire Lucas avec La Guerre des Étoiles, ramener un peu de fantastique, un peu de merveilleux. Et c'est pour ça que beaucoup de trous de balles d'analystes du Nouvel Hollywood, comme notre ami Peter Bogdanovich, avait dit que Spielberg et Lucas ont tué le Nouvel Hollywood, c'est-à-dire en enlevant ce caractère film d'auteur, ce côté film sociaux, ou en tout cas film engagé, film politique, en faisant du pur divertissement. Et après, il a pas tort, le brave Peter, là-dessus.
là-dessus. Ouais. Mais après, oui, le nouvel Hollywood, en fait, si on fait une discrétion, le nouvel Hollywood est un mouvement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas un mouvement cohérent. De toute façon, c'est pas un mouvement cohérent. Comme toutes les écoles de cinéma entre guillemets, des trucs qui sont créés oui, c'est juste des mecs qui sont arrivés. Beaucoup, ils sont arrivés de UCLA. Il me semble à l'époque. Donc voilà. Ou USC à New York. Quoi. Mais donc du coup oui, comme tu disais très bien en fait, c'est que maintenant dans l'imaginaire collectif, on croit que Indiana Jones c'est sa place dans un musée, c'est en fait une espèce de défenseur du patrimoine historique, alors que non, à la base, c'est un enculé. Il faut dire ce qui est, il ne poursuit qu'une quête extrêmement personnelle en fait. C'est que les artefacts, il n'a pas honte en fait de piller la culture d'une autre civilisation. Il n'a aucune honte à ça. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et après, on va voir comment en fait ce personnage-là, qui est finalement mi-bon mi-con, en fait va finir par devenir extrêmement lisse jusqu'à remplir du fan service à bloc par rapport à la mise en chantier par exemple d'Indiana Jones 4 où là avec le thème musical et l'ombre et le fouet et le chapeau. Notamment t'as vraiment un changement de personnalité je trouve dans le 3 avec l'introduction du 3 avec la jeunesse d'Indiana Jones. Ouais, alors ça c'est vraiment des trucs que je trouve horribles. Il transforme le personnage complètement. Dans Indy 3 justement, donc on reviendra après sur les autres, mais l'intro du 3, c'est vraiment typiquement le genre de fausse bonne idée. C'est une relecture totale du personnage, quoi. On va raconter la jeunesse d'Indiana Jones et le mec, le même jour, il a sa cicatrice, la peur des serpents, il trouve son chapeau, il trouve que il faut mettre les artefacts leur place et dans un musée, tout ça en un quart d'heure. C'est comment sciemment démonter séquence par séquence le personnage qui a été mis en place dans les 2 précédents films. Et surtout, donc, du coup, il faudrait relire. Il faut vraiment relire. Après, vous tapez Indiana Jones sur Internet, Indiana Jones Analyse, c'est le premier lien, en fait, sur l'ouvrage, où comment, en 5 minutes, en fait, il déconstruit le truc. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment, en fait, les instigateurs du projet voulaient revenir sur une certaine tradition. Tu as parlé du cinéma d'aventure des années 30-40, de John Huston et compagnie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Spielberg, par exemple, il a joué, en fait, avec le logo de la Paramount, et il a pris, en fait, un logo qui était présent pour les films de Cecil B. DeMille, et après il a fait un fondu enchaîné sur une montagne, mais vraiment ils ont passé des semaines et des semaines à chercher une montagne qui ressemble à celle de la Paramount. Mais il s'insère vraiment dans une pure tradition hollywoodienne que Manchette en fait considère que cette tradition se termine dans les années 50 en fait, on va dire. Ouais, parce qu'en gros, de toute façon, pour revenir rapidement sur Manchette, il considérait que le cinéma était mort en tant qu'art dans les années 40, on va dire après Citizen Kane, et que de toute façon après tu n'avais plus que de la reprise, il n'y a plus de création, et c'est exactement ce que font Lucas et Spielberg quand ils font Star Wars puis Indiana Jones. C'est-à-dire effectivement qu'en termes formels, quasiment tout a été inventé et tout a déjà été dit. Maintenant, tu ne peux faire que de la reprise, que de la réinterprétation, que presque de l'hommage, ce qu'on a appelé après du postmodernisme. Et là, c'est exactement ce qu'ils font, parce qu'à la fois ils repliquent plein de trucs, que ce soit la séquence de la boule roulante au début qui est repris dans les céréales, ou bien sûr d'aventure, ou que même Spielberg reprend à ses propres films des gags qui étaient foirés, notamment dans 1941, c'est-à-dire le gag du nazi qui on pense à un fouet, en fait c'est un cintre. C'est un truc qui était fait dans 1941, une séquence avec Christopher Lee qui joue un nazi aussi, sauf qu'elle fonctionnait pas du tout, elle était ratée, du coup ils l'ont reprise. Comme John Williams, quand il fait la musique, il y a beaucoup de choses en termes thématiques, en termes sonores qui sont annoncées dans 1941. C'est des trucs qu'il reprend et que là il fait parfait, parce qu'en termes de film d'aventure, c'est un film qui débande jamais. Il y a vraiment, c'est un rythme ahurissant. Il y a, comme dit Manœuvre, il y a une mystique qui est annoncée, qui est amenée, mais qui est jamais lourde. Ça sert plus une toile de fond, mais où mine de rien, on comprend tous les enjeux qui sont mis en place, quoi. Oui, après ce film c'est un peu le triomphe du montage en fait, qui est toujours monté par Michael Kahn, qui est le monteur historique. Dans le sens où en fait tout roule du début à la fin, et en fait le truc c'est que cet aspect sériel et qu'on connaît tous l'histoire avec la carte en fait, et où on voit passer d'un espace à un autre. Ça c'est une idée complètement con, mais qui fonctionne à 2000%, dans le sens où en fait il insère en fait un épisode, une aventure dans un film, et en fait c'est pas anodin. Le fait que des années plus tard Spielberg va réaliser, enfin, j'ai du mal à m'exprimer, c'est pas anodin en fait le fait que Spielberg des années plus tard réalise Tintin, parce qu'en fait au-delà de la personnalité, c'est exactement dans la même logique, on est dans la même logique que Tintin, déjà parce que Indy prend pas mal de trucs à la fois au film de Broca, même si à l'époque il l'avait pas eu, et
au BD de Tintin, quoi, parce il a toujours été fan de Hergé. Effectivement, ce genre de rythme d'aventure extrêmement rapide. Il y a à peu près une scène d'action tous les quarts d'heure ou bien tous les 20 minutes, quoi. C'est vraiment un truc qui débande pas, quoi. Après, c'est intéressant ce que tu dis sur De Broca. Spielberg n'avait pas vu les De Broca. Non, il n'avait pas encore vu L'Homme de Rio à l'époque. Ils n'étaient pas sortis aux USA. Enfin, ils n'étaient pas trop disponibles et tout. Et il les a vus après. Il s'est dit putain, c'est mortel en fait, quoi. Moi, je vais faire pareil. Bah oui, parce que c'est un petit peu la même. C'est la même idée. C'est le même genre d'idée. C'est un peu le même genre de personnage. Ce côté un peu fuck you, ce côté hyper aventureux. Il y a un truc, faut y aller. Et puis en avant Guingamp et les mecs ils y vont, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi dans ce film, ou alors on passe une petite musique avant. Ouais, on va faire une rapide pause musicale avec un extrait donc de la bande originale d'Indiana Jones et le Temple maudit. Anything goes. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Anything Goes, extrait de la bande originale de Indiana Jones et le Temple maudit, composé par John Williams et chanté par Kate Capshaw, rôle féminin principal du Temple maudit et future épouse de Steven Spielberg, donc qu'il avait rencontré sur le plateau. Alors on va parler du Temple maudit, mais avant Thibaut, t'avais un... Oui, non, ce qui est intéressant, c'est que dans leur manière en fait de reprendre en fait toute une mythologie cinématographique et populaire, c'est de faire un parallèle, c'est de voir en fait comment, par exemple, William Friedkin, qui a lui aussi créé un mythe avec l'Exorciste, représente en fait la fouille archéologique et comment Spielberg aussi la représente. Et en fait, vu que ces deux films sont des cartons intersidéraux de l'histoire du cinéma et qu'ils ont créé une mythologie populaire dans l'imaginaire collectif, c'est intéressant. Là, je vais pas faire une analyse plan par plan de chaque séquence, mais de remettre en contexte en fait comment une personne comme Spielberg, qui est en gros c'est un puits cinématographique sans fond, tellement il absorbe des choses, comment en fait et puis en plus Friedkin était Nouvelle Hollywood sans être Nouvelle Hollywood parce qu'un poil plus vieux, parce que venant de Chicago, tout ça, et en fait comment en fait une même thématique propose deux mythologies complètement différentes, alors que finalement on est vraiment sur un même levier d'action du récit, chercher un artefact qui va ensuite aboutir à la fin du film en fait. Et donc du coup c'est intéressant de voir ça, comment en fait toutes ces mythologies cinématographiques circulent entre elles. Du coup ça en fait des outils, il me semble, des outils de réflexion assez passionnants. Effectivement. Alors donc le Temple maudit qui vient en 1984, donc après la fin de la trilogie de Star Wars pour George Lucas, où en fait chacun est empêtré un peu dans les problèmes personnels, soit Lucas qui voit son mariage avec Maria Lucas du coup complètement se désagréger, il a commencé à péter les plombs parce qu'il a viré Gary Kurtz de la production du Retour du Jedi. Spielberg lui-même n'est pas en très grosse forme après un échec au cinéma, je crois, donc, et ils engagent un couple de potes à George Lucas, Huck et Katz, qui écriront après d'autres films pour lui, notamment Howard le Canard en 1988. Et donc là, il décide justement, habilement, je trouve, de ne pas refaire la même chose que dans le premier Indiana Jones, c'est-à-dire de ne pas retourner vers des mythes judéo-chrétiens, mais aller vers d'autres choses. Parce qu'en gros, le principe de ce qu'il voulait faire, c'était effectivement, à la James Bond, de faire des films assez régulièrement où Indiana Jones irait dans différents pays du monde pour rechercher différents artefacts de différentes civilisations. Donc là, en l'occurrence, ils partent en Inde à la recherche des pierres sacrées de Sankara, qui se déroule un an avant les aventuriers, donc en 1935, où le perso, on va le voir, est encore un peu différent, mais où là, Spielberg essaye de faire des choses différentes. Déjà, il fait de plus en plus référence à James Bond dans cette intro du film qui se déroule à Shanghai, dans un club où on voit Indiana Jones en smoking, qui essaye de faire assez classe, qui drague la chanteuse de cabaret Willie Scott. Donc voilà, il a un pote chinois, il a toujours un peu des alliés un peu partout, et dans lequel Spielberg essaie aussi dans sa scène d'intro, ce morceau Anything Goes, de faire un morceau de comédie musicale, parce que ce qu'il a toujours voulu faire, ce qu'on voit notamment dans 1941 et donc dans le début du Temple maudit, il voulait faire une comédie musicale. Sauf que personne ne l'a jamais laissé faire ça, et je trouve que c'est un grand dommage, parce que la comédie musicale, c'est un des plus grands genres d'Hollywood, qui est un peu tombé en désuétude, enfin, qui est carrément tombé en désuétude, mais ou en tout cas... Le Chicago de Rob Marshall. Oui, non, mais tu vois, je veux dire, il y a eu des... Et puis s'il y avait une bonne personne pour la relancer... Bah ouais, je pense qu'effectivement, John Woo aussi a voulu en faire quand il était à Hollywood pendant des années, personne
l'a jamais laissé faire, alors que c'est peut-être les meilleurs réals de films d'action, et on sait très bien que entre la danse et la chorégraphie du cinéma d'action, il y a The Killer de John Woo est une comédie il y a musicale. des accointances absolument énormes, et Un drame musical. et Spielberg donc aurait pu en faire. Donc là, il tente de faire un personnage un peu différent. On voit qu'il est quand même un peu plus dur que dans Les Aventuriers. Il est peut-être un peu plus cynique. Il a des rapports encore plus compliqués avec les femmes, parce qu'il est peut-être un peu plus brutal justement dans ses rapports avec Willie Scott, qui quand même, faut bien l'avouer, le cherche bien parce qu'elle est quand même supra casse-couille. C'est peut-être un des plus gros défauts du film, le personnage féminin, où pour une fois, contrairement Il est très mal écrit, contrairement je au trouve. 3 et au 1, est vraiment raté, parce que le personnage de Marion Ravenwood dans le 1 est absolument parfait, quoi. Et c'est devenu un personnage iconique. Voilà, elle avait à la aussi. fois, elle était à la fois extrêmement forte, elle avait une certaine délicatesse, elle avait un certain romantisme, et surtout elle était comme supra badass, quoi. Elle était sur un réel pied d'égalité. Avec Exactement, Indiana c'est ça. Jones, quoi. Parce que Pas dans le 2, je trouve. pas dans le 2, où là justement elle devient un peu ce genre de personnage assez caricatural dès qu'il pouvait y avoir dans les séries des années 40, où c'est vraiment la fille qui gueule tout le temps, qui a peur de tout, elle voit une tarentule parce que c'est pas un gâteau sec, alors du coup elle va péter les plombs, tout ça, et donc elle passe le film à gueuler, quoi, ce qu'on appelle une scream queen, mais sauf qu'elle le fait de manière assez désagréable, surtout qu'elle a un cri vraiment pénible, quoi. Et en fait, vu qu'il y a pas vraiment d'évolution du personnage ni vraiment d'aspérité, c'est ça, le couple principal est un peu amoindri. Oui, totalement. Après, ce qui est intéressant dans ce film, moi personnellement, c'est un film que peut-être qu'il faudrait que je revoie, ou que j'ai du mal à. Bah, en fait, j'ai du mal à cerner, mais il y a une chose qui me paraît intéressante, c'est que en fait, dans ce film-là, je vois en fait un jeu de plateforme de jeux vidéo. Il y a un peu de ça. Bah, surtout, je vois un jeu vidéo. Les 25 premières minutes du film, c'est hérissant parce que ça débande pas. À la fois, il y a le fight dans le club à Shanghai, il y a la poursuite en voiture, il y a le passage dans l'avion, il tombe de l'avion avec un canot pneumatique gonflable, il descend d'un ravin, il descend d'une montagne, et après, au bout de 25 minutes, tu souffles parce qu'ils arrivent enfin dans le village, quoi. Mais je trouve que dans ce film-là, en fait, je trouve qu'il y a en fait, c'est l'écriture qui pêche, parce qu'au-delà du personnage féminin, c'est en fait toute la trajectoire, tout le récit, en fait, du point A au point B. En fait, je ne sais pas où ils veulent en venir. Je trouve finalement aucun intérêt d'un point de vue du récit, d'un point de vue formel et de symbolique des actions, oui, mais en termes de continuité dans le récit, j'ai du mal en fait à y trouver un intérêt. C'est vrai que le film est très bizarre, parce que autant c'est le préféré de certains et le détesté d'autres. Ouais. C'est un film qui Spielberg, par exemple, aime pas trop le film. Il dit que son meilleur souvenir, c'est justement qu'il a rencontré sa femme sur le tournage. Mais c'est marrant, quand on voit les bonus du DVD qui avait été édité en 2004, il y avait un gros documentaire dessus. Entre Lucas, Spielberg et puis les scénaristes, tout le monde se rejetait la faute pour savoir pourquoi est-ce qu'il était si sombre. C'était non, mais c'est la faute des scénaristes. Puis il disait bah non, c'est la faute de Spielberg qui nous a dit de faire un peu plus violent, justement parce qu'il voulait faire autre chose. Puis après Spielberg il dit bah non, c'est Lucas qui m'a poussé là-dedans, parce que lui-même à l'époque il était en grosse dépression, tout ça. Donc ils se rejettent tous la faute pour que personne n'assume qu'effectivement autant le premier, il y a des éléments d'horreur et de violence vraiment dégueulasses, je pense notamment à la fin où ils se font tous déboîter la gueule par l'Arche d'Alliance. Là en fait c'est rempli de petites touches d'horreur, mais qui sont à chaque scène. C'est-à-dire que ce soit la description du peuple indien qui est vraiment, on dirait des victimes de l'Holocauste. Après, la scène du repas où effectivement c'est des éléments assez drôles, où tu manges de la cervelle de singe, où tu manges des yeux, t'auras plein de reptiles, t'auras la scène où les mecs arrachent les cœurs des êtres vivants, tout ça. Du spectacle. Quoi. Voilà, effectivement. Quand t'es petit, ça terrifie. Hein. The cherry on the cake. Effectivement, moi je me rappelle que je l'avais vu quand j'étais petit, et même après tu le vois. C'est des films qui sont pas destinés aux enfants, mais aux adolescents, quoi. C'est-à-dire que c'est en France c'est du moins de 13, là-bas aussi, quoi, c'est du au moins de 15, trucs comme ça. C'est quand même gore. En fait, c'est à partir de ce film-là que la MPA, la censure américaine, a instauré le PG-13, c'est-à-dire interdit au moins de 13 ans. Avant, c'était soit tout public, soit interdit au moins de 17. Et là, ils se sont dit, c'est quand même trop trash pour des gosses, donc il faut au moins qu'ils aient 13 ans, accompagner leurs parents pour voir ça, parce qu'il y a quand même des scènes de violence, des scènes de démonstration de force, de violence graphique assez ahurissantes. Oui, et la photo, en fait, elle est particulière aussi dans ce film. Qui est toujours le même chef opérateur sur les trois, qui est Douglas Slocum, qui est un des grands chefs opérateurs anglais, un mec qui a un œil absolu, qui est vraiment un génie, qui sculpte une photo de dingue, où justement lui-même essaye de pas refaire la même chose. Oui, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment plus sombre, c'est beaucoup plus poisseux que dans Les Aventuriers. C'est très bien, en fait, parce que dans l'absolu, faire un Indiana Jones 2, un espèce de copier-coller, ou dans une continuité du récit du 1, n'aurait eu finalement très peu d'intérêt, si ce n'est, et on le verra plus tard, peut-être galvauder en fait l'icône Indiana Jones, ce personnage-là. Ici, vraiment, ils sont vraiment allés à haute part, mais du coup, ça a décontenance, en fait. Voilà, c'est ça. C'est que
C'est un film qui, alors on pourrait croire que Spielberg c'est le maître de l'entertainment, il l'est, mais, non, parce que en fait, mais il y a en fait, il y a un, comment on appelle ça, il y a merde, il y a le rouage et il y a un manque de lieu en fait parce voilà, que le rouage est un peu fait, rouillé, et c'est ça en même temps qui donne son intérêt au film. Il y a plein de scènes qui sont toutes énormissimes, que ce soit la poursuite en wagonnet, la fin sur le pont, la poursuite à Shanghai et tout, mais effectivement, il y a peut-être moins de liens, ou en tout cas, tu te raccroches moins aux actions des persos tellement c'est noir et c'est moins contrebalancé par de l'humour, alors que le premier avait un dosage absolument parfait entre l'horreur, entre l'aventure et entre les blagues, que ce soit le personnage de Salah ou bien les réactions de Marion Ravenwood, de face à Indy, quoi. Après, bon, tout ça reste bien entendu fascinant et sujet à réflexion. Mais après, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, tu parlais de la poursuite en wagonnet, qui est un des moments de bravoure. Ce qui est rigolo, c'est que moi, quand j'ai vu le Hobbit de Peter Jackson, où il y a une poursuite avec des tonneaux. Voilà, j'ai au-delà du jeu vidéo, j'ai également pensé à ce film-là, à Indiana Jones 2. Enfin, j'appelle ça Indiana Jones 2. Je pense que c'est voulu parce que de toute façon, je pense que les scènes d'action de la trilogie les plus marquantes sont dans le Temple maudit. Oui, mais du coup, c'est rigolo le caractère le plus excessif. Comme quoi, ce film, en fait, la franchise, parce que à partir de ça devient une franchise, comment cette franchise, en fait, rentre de plus en plus dans la culture populaire, jusqu'à arriver donc Peter Jackson, qui lui-même était en train de construire un mythe avec son Seigneur des Anneaux et sa galaxie beaucoup trop, on va dire, beaucoup trop étendue. Parce que bon, il s'est un petit peu perdu, même si j'adore Peter Jackson, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais voilà, comment en fait on arrive encore à reconstruire de la mythologie, à reconstruire une culture populaire. Cette culture populaire en fait et cette mythologie en fait qui va être totalement galvaudée. Avec le 3, il est déjà 46. Voilà. Avec Indiana Jones 3. On va y venir tout de suite, du coup, après l'échec, enfin le semi-échec, parce que le film a quand même cartonné, mais semi-échec et surtout semi-échec artistique, d'après Spielberg, du Temple Maudit. Donc il va revenir un peu sur les traces du premier, et pour ça, tout de suite, on va aller brûler des livres. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Der Königsgrad zur March, réorchestré par John Williams pour Indiana Jones et la dernière croisade, donc qui est en fait un thème assez connu de l'Allemagne nazie, donc un thème qui vous donne envie d'envahir la Pologne et de brûler des livres. Et de brûler des livres, effectivement, parce voit que dans cette scène-là, exactement, c'est la scène à Berlin où Indy et son père donc vont voir des livres brûlés. Ces barbares feraient mieux de lire les livres au lieu de les brûler, comme dirait Henry Jones le Senior. petit Indiana Jones a droit à une dédicace du Führer himself. Ah là là, ce qui montre pas mal d'ailleurs le rapport à l'histoire de Spielberg, avec ces personnages qui sont attrapés par l'histoire, mais pas qui sautent pas dedans, quoi. L'histoire arrive, qui traversent l'histoire et en fait ils prennent un petit détour. Donc Indiana Jones et la dernière croisade, 1989, le dernier film avant 19 ans et 2008, donc pour Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, ou après, donc, comme je disais, l'échec artistique, en tout cas, pour Spielberg, du Temple Maudit, avec Lucas, il décide de revenir vers un mythe plus judéo-chrétien, parce que là, ils vont partir à la recherche du Graal, et comme on le disait, en amenuisant complètement toute l'horreur qu'il y a dans le Temple Maudit, et même pour enlever le côté horrifique qu'il peut y avoir dans Les Aventures de l'Arche perdue, pour en fait vraiment faire un film pour les kids, c'est-à-dire que c'est plus fait un film qui serait fait pour les adolescents, mais vraiment pour les enfants. Alors que tu peux un film que tu peux voir dès que t'as 8 ans, quoi, sans problème. La dernière croisade, c'est un film pour à la papa, toute fin, quoi. Ouais, à la toute fin où il y a un petit effet horrifique de vieillissement. C'est le seul moment. Voilà, mais c'est ça, mais c'est le seul. C'est comme pour Roger Rabbit, quand tu fermes les yeux de ton gamin. Et donc ils quittent des mythes païens, donc en l'occurrence l'Inde, alors qu'ils avaient d'autres idées, notamment le faire valdinguer en Chine, ou bien ce genre de choses, à la recherche de différents artefacts et matériels archéologiques. Donc là, ils vont chercher le Graal. C'est encore écrit par un autre scénariste qui est un petit jeune en fait qui était un pote de Lucas qui il y a 10 ans a fait un film sur Hitler peintre, je ne sais plus c'est quoi le nom du scénariste. Et donc voilà, il décide de revenir là-dedans c'est quasiment un copier-coller en fait des Aventures de l'Arche perdue, même en termes de structure. Donc première séquence d'intro, on l'a dit, la jeunesse de Indiana Jones qui va complètement démythifier tout ce qu'on connaît du personnage, et
manière de encore plus démythifier Indiana Jones. Donc l'introduction du père, c'est vraiment en général l'idée des scénaristes qui sont fatigués quand ils ne savent plus qu'au foot après 5 saisons d'une série ou d'une saga. On va introduire le père du héros, qui en l'occurrence est joué par Sean Connery, donc James Bond immortel devant l'éternel. Une fois de plus, Spielberg rappelle sa déférence envers la saga produite par les Broccoli à partir des années 60 en engageant le James Bond historique, alors que pourtant Sean Connery n'est pas tellement plus vieux que Harrison Ford. Il doit avoir 8 ans d'écart ou un truc dans le genre. Où là, il en fait pour le coup l'extrême inverse de Indiana Jones, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment un rat de bibliothèque, un mec qui porte des costumes en tweed, des chapeaux pourris, qui adore citer des grands auteurs, et qui n'est pas du tout fait pour l'aventure, à l'inverse de son gamin. D'où évidemment gag et gag en pagaille, et quiproquo, et dialogue assez drôle, et cabotinage dans tous les sens. Pour le coup, on voit vraiment que Sean Connery s'en donne à cœur joie, quoi. Ah, oui, il fait plaisir, hein. C'est-à-dire qu'il est content, et surtout en fait, visiblement sur le plateau, il était très content de contredire Lucas à chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que George Lucas avait une idée, parce qu'il avait une idée du personnage assez différente de Sean Connery, c'est-à-dire qu'il le voyait beaucoup moins drôle, beaucoup moins caustique, et Sean Connery a fait non, nique ta mère, le perso c'est moi je fais ce que je veux, et il a apporté énormément d'humour au personnage, et je trouve un des problèmes du film, outre la structure qui est complètement calée sur les aventuriers, le même genre d'artefact qui est recherché, le retour des nazis, même si évidemment ici on aime tous quand les nazis sont les méchants parce que c'est les meilleurs méchants du monde. Je trouve ça assez paresseux dans le scénario et même dans la mise en scène de Spielberg, que je trouve assez fatigué, qu'on a vu beaucoup plus inspiré. On va me parler de la poursuite en char, tout ça, mais je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience en fait de regarder la poursuite sans la musique de John Williams, qui pour le coup c'est vraiment déchaîné, la musique absolument mortelle. Bah, en fait, ça devient tout de suite beaucoup plus mou, c'est beaucoup moins enlevé, il y a beaucoup moins d'entrain que dans d'autres scènes d'action qu'a pu faire Spielberg par le passé, quoi. Ce que je trouve assez dommageable, et je trouve que le film tombe assez rapidement à plat. Souvent je me refais la trilogie, et après à chaque fois que je tombe sur le 3, j'arrête au bout de 45 minutes parce que ça me gonfle, à la fois parce que je trouve que le film, il y a plus de longueur dans le 3, il y a beaucoup plus de longueur, c'est beaucoup plus dialogué, il y a moins de scènes d'action. Je trouve que surtout les dialogues, autant j'aime bien la dynamique entre Harrison Ford et Sean Connery en tant qu'acteur, mais je trouve que les rapports entre les personnages deviennent hyper lourds, quoi. Ça vire constamment la blague, où le personnage du père va rabaisser le gamin, on t'a appelé comme le chien, on n'a jamais parlé quand lui était petit, bah maintenant de quoi veux-tu qu'on parle, bah tu vois, parce qu'on n'a rien à se dire, blablabla. Ce que je trouve assez lourdingue à force, quoi, vraiment pas très subtil, et ça vire plus à un genre des 3 Stooges, mais avec des gags moins bien écrits, quoi. Oui, ça en fait il en a fait une comédie familiale qui reste c'est lui Beethoven, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça reste agréable à regarder. Mais c'est vrai que c'est moins passionnant à analyser. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est ce que tu disais au début, c'est que en voulant construire en voulant approfondir en fait le mythe, il a déconstruit. Et enfin, l'icône Indiana Jones, il a déconstruit. Et en fait, c'est là le problème, quoi. C'est que un tel personnage où on imagine il doit avoir un passé absolument rocambolesque, ouais, il doit avoir trop 30 000 aventures, parce que le mec en 45 secondes emballer ses pesées, un raccord bim bam boum, et je te fais le truc, la musique, le thème musical arrive, et puis aller emballer ses pesées. C'est dans ce sens-là, quand tu utilisais le qualificatif paresseux. Oui, forcément, on en est là. Après, voilà, le film repose avant tout sur ses comédiens, je sais pas en fait, et ça fonctionne. Je sais pas si c'est à la fois la volonté de Spielberg ou de Lucas, à partir du mi-temps des années 80, commençait vraiment à produire n'importe quoi et à péter les plombs avec sa boîte de prod. Donc, comme je disais, produire Howard le Canard ou ce genre de choses, juste parce qu'il avait le pouvoir de le faire, quoi. Et donc, où il tirait consciemment vers le bas toutes les créations qu'il avait faites. Et je trouve ça assez étrange. Et après, en termes de démystification, il avait continué avec la série des aventures du jeune Indiana Jones, qui était joué par River Phoenix, qui jouait donc Indy Jeune dans La Dernière Croisade. Il y a pas Ryan Gosling là-dedans aussi. Non, peut-être qu'il apparaît. Il y a Francis Allan aussi qui apparaît dans Les Tranchées, mais il joue un capitaine français. Oui, après c'est vrai qu'il a fait donc, je crois qu'il y avait une ou deux saisons au début des années 90 où pareil, du coup c'était une série un peu cheap en fait, on dirait plus Sidney Fox l'aventurière que ah oui, c'est ça. C'était plus Alan Quaterman que ouais, voilà, c'est ça, ce genre de série un peu de père. Ouais, voilà. Donc ils ont continué à faire ça. Après, évidemment, on va parler rapidement du 4e, donc Le Royaume du Crâne de Cristal, qui est typiquement le genre de fausse bonne idée, de faire une suite 20 ans après, en prenant le même. On aime beaucoup Harrison Ford, mais quand t'as 70 balais, bah, je suis désolé, mais tu peux plus courir comme quand t'as 30 ans, quoi. Avec le même problème d'introduction d'un fils pour justement essayer de se dire, bah, peut-être qu'il pourra prendre le relais, Shia LaBeouf pour jouer, sauf que Shia LaBeouf est plus intéressé par l'art contemporain que par l'acting, à vrai dire en ce moment, quoi. Mais donc, plein de problèmes à la fois en termes
termes de prod, en termes de photos, c'est supra moche. En termes de scénario, Frank Darabont, qui avait écrit un des premiers scénarios, a été viré par Lucas parce qu'il trouvait que le scénario était trop bon. Du coup, il n'était pas content qu'on lui vole un peu son truc. Enfin, tout ce genre de conneries qui pour moi sont symptomatiques du 3 et du 4. C'est-à-dire que à 20 ans d'écart, ils refont exactement les mêmes erreurs. Oui, et puis en plus, le truc c'est que c'est un film qui est uniquement basé sur le fanservice. La promo du film, par exemple, était assez symptomatique, c'est que on prend. Alors, je sais bien que c'est dans les vieilles marmites, je sais pas quoi, là qu'on fait qu'on fait la meilleure blanquette de veau, mais là, c'était pire que ça, quoi. C'est que voilà, tu voyais rien qu'avec la promo, on voyait très bien l'inutilité du truc, quoi. Tu fais bon, bah ok, les gars, vous allez nous ressortir les vieux trucs. Aucune évolution du truc, aucune. Le film souffre vachement de ses antagonistes aussi, je trouve. Ils ont aucun charisme. Après, je trouvais que le truc était intéressant vu que c'était bien de passer. Années 30, c'est les années 30, les méchants c'est les nazis. Années 50, c'est les Ruskov, effectivement. Totalement, c'était une Sauf très bonne idée de passer que les à ça. serials des années 50 et des années 30 fonctionnent pas du tout sur les mêmes principes. Les années 50, c'est des trucs supra-paranoïaques, des mecs qui passent leur temps dans leur labo à attendre une invasion extraterrestre ou coco, quoi. Du coup, fonctionne et je trouve tombe à place parce que ça fonctionne pas. Il y a un problème d'écriture dès le début, quoi. Oui, bon. Donc voilà, problème d'écriture sur les deux derniers Indiana Jones. On aurait bien aimé encore durer 1 heure de plus. Malheureusement, on va devoir vous quitter. Donc revoyez les 2 premiers Indiana Jones qui sont des films assez formidables. Le premier notamment, le 3 passe aussi. Hein. Voilà, messieurs, les coups de cœur. Alors moi, ça va être Top of the Lake parce que Jane Campion, et quand un cinéaste immense ou une cinéaste immense fait une série, généralement ça donne un truc incroyable. Et puis voilà, le petit coup de cœur sportif romantique, l'ASM champion de France du top 14, bordel de Dieu, ça faisait 7 ans après je sais moult finales perdues. On les a eu ces putains de Toulonnais. Yal. Alors moi ça va être Je suis vivant, vous êtes mort de Emmanuel Carrère, une biographie sur Philippe Cadic qui fait toujours du bien de se replonger dans le personnage complètement barré et qui a le mérite, même si c'est pas tout le temps très bien écrit, de faire ressentir quand même toute la paranoïa qu'il peut y avoir dans ses livres et dans sa vie. Voilà, et donc sinon bien sûr un big up à la faculté dentaire de Rennes. Pour m'avoir soulagé. Voilà. Moi ça sera le Scaramouche de George Sidney avec Howard Granger, film de KPDP absolument formidable, prodigieux, virevoltant, un des chefs-d'œuvre du genre, et là comme Indiana Jones vraiment un des films les plus formidablement cool jamais fait, en tout cas un film d'aventure comme on n'en fait plus. Voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine avec on ne sait encore trop quoi. Merci à tous, prochaine édition, prochaine émission. Ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.